Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors ça y est, hein, le marché des cryptos est en train de booster. Est-ce qu'il est, il serait pas en train de booster un petit peu trop fort et de nous faire une séquence de bear rally. C'est-à-dire, en réalité, il monte trop vite, le mouvement n'est pas soutenable et du coup, on n'est pas dans un nouveau cycle haussier, mais on serait plutôt dans une vague de rebond qui lâcherait un rallye, un marché baissier bien plus puissant que ce que l'on imaginerait. Donc, je vais faire le point avec vous sur cette potentialité. Vous verrez si c'est quelque chose qui pour le moment doit nous inquiéter ou pas. En tout cas, vu la hausse cette semaine sur le Bitcoin, c'est une question qu'il va falloir garder, une potentialité qu'il va falloir garder à l'esprit et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va la considérer. Deuxième chose, analyse des indices et à la fin de la vidéo, analyse de l'or et notamment avec l'analyse de l'or, vous verrez comment est-ce qu'on construit un scénario de trading comme ça dans le temps, semaine après semaine, en gardant une image mentale en tête et en la conservant quoi que fassent les courbes, ce qui nous permet de, une fois que l'image mentale qu'on a en tête, elle se superpose avec ce que font les graphiques, là on y va. Mais tant qu'il n'y a pas de superposition, on n'y va pas. Et c'est comme ça qu'on trade en réalité. Hein. Et c'est pour ça que moi on me dit tout le temps, mais c'est vrai que je ne comprends pas comment tu fais pour rester cash aussi longtemps, être aussi zen, intervenir voilà, une fois par an sur les cryptos, alors que moi j'interviens 50 fois dans la semaine. Je comprends pas. Bah, regardez la fin de cette vidéo sur l'or et vous comprendrez exactement ce phénomène de superposition que j'utilise pour pouvoir prendre position tout simplement. Allez, c'est parti pour l'analyse du Bitcoin. Cette semaine, une nouvelle semaine de hausse. Ce n'est pas si étonnant que ça, vu que ça y est, on est censé être dans une dynamique où le momentum s'accélère sur le moyen terme, tout du moins si on est dans un bull market. C'est une discussion que je partageais avec des amis investisseurs il y a 2 jours. On a déjeuné ensemble et on était tous relativement d'accord sur le fait que, eh bien là, si on se met à boum, monter beaucoup trop vite, ce ne sera pas quelque chose qui sera tenable dans le temps. C'est quelque chose que je vous répète aussi depuis des années, hein, pour ceux qui me connaissent. La confiance, on prend l'escalier quand on monte un immeuble. La confiance se fait en prenant l'escalier et la perte de confiance se fait en prenant l'ascenseur. Donc la confiance se construit graduellement, petite marche après petite marche, et la perte de confiance se fait de manière immédiate, instantanée, et c'est pour cette raison qu'on dit qu'on prend, les marchés baissiers prennent l'ascenseur et les marchés haussiers prennent les escaliers. Donc là, il va falloir qu'on prenne l'escalier. Sinon, ça voudrait simplement dire qu'on est dans un rallye de bear market. Un rallye de marché baissier. Qu'est-ce que c'est qu'un rallye de marché baissier? C'est marché baissier, on fait le rallye, boum, on repart en marché baissier. Et ça, c'est un scénario qui, de mon point de vue, sera quelque chose que j'aborderai que si on monte en ligne droite, de manière beaucoup trop forte et directionnelle. Voilà, si on monte en ligne droite comme ça, sans prendre les escaliers, hein, là on est en train de prendre littéralement un ascenseur pour aller au sommet du marché, c'est pas quelque chose qui nous permet de bâtir de la confiance dans un nouveau cycle. Quand on monte trop vite, trop fort, c'est souvent qu'il y a de la hype, il y a un manque de liquidité, et ça, ce sont des choses qui sont assez symptomatiques des rallyes de marché baissier. Donc, là, l'idée, ça va être de surveiller un petit peu ce qui va se passer au cours des semaines à venir. Pour le moment, il n'y a absolument rien d'alarmant. Je vais vous effacer un petit peu tout ça, histoire de créer un petit peu plus de clarté sur ce graphique. On va essayer de reconstruire ce graphique. Et je vais essayer aussi de vous dessiner le scénario qui, de mon point de vue, serait nécessaire pour que, eh bien, je le rappelle, hein, mais que la confiance se bâtisse et qu'on prenne du temps. Donc, là, ce serait quelque chose où, ok, on peut continuer un petit peu à monter, mais il va falloir qu'on temporise. Et cette temporisation, elle est, mais vraiment, elle est vitale. Hein. C'est quelque chose qui se voit tout le temps, en toutes circonstances, dans tous les actifs financiers, de toutes les bulles. Ça prend du temps au début et ça s'accélère ensuite. Si ça va trop vite au début, c'est que c'est pas un marché haussier, c'est que c'est un rallye de marché baissier. Donc voilà, ça, ce que je vous dessine, les mouvements paraboliques, ils prennent du temps.
voilà, ils accumulent de l'énergie et cette énergie est libérée de plus en plus vite au fur et à mesure que eh bien, les investisseurs commencent à se hyper les uns les autres. Mais là, si l'accumulation de l'énergie elle n'est pas suffisante, ça va être un feu de paille. Ça va monter très vite, ça va redescendre tout aussi vite. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas pour le moment. Tout ce que l'on voit, c'est très positif, ça se passe bien, on est en train de se dégager, hein, enfin on s'est dégagé de ce marché baissier, on a enclenché le nouveau marché haussier, il va simplement falloir que je sais que c'est contre-intuitif hein, de se dire non, faut pas que ça monte trop vite, tout le monde veut que ça monte super vite, le plus vite, le plus haut possible, mais non, il faut que ça prenne le temps, tout du moins au début. Donc ça c'est pour le Bitcoin, donc on va aller voir Ether, donc l'Ethereum, lui pareil, très très belle semaine de hausse, dans l'idéal, hein, je vous avais dessiné les scénarios, ça aurait été que l'on consolide un peu plus longtemps. En tout cas, voilà, j'étais assez clair et concis sur le fait que c'était la semaine dernière et la semaine d'avant où ça se passait, hein, quand je vous ai mis la vidéo « Je suis acheteur ». Sur les crypto-monnaies, c'est pas des vidéos que... voilà, il y en a peut-être une tous les 2 ans de vidéos comme ça. C'est extrêmement rare que je dise je suis acheteur, c'est parce que de mon point de vue, c'est là où on peut prendre le risque de s'exposer à une asymétrie positive, à un nouveau cycle de marché haussier. Et sur Ethereum, là, on avait vraiment tous les éléments qui étaient en place. Donc, c'est là où on peut commencer à construire une position, à pyramider ou à y aller d'un coup en utilisant voilà, un système de stop ou enfin ce que vous voulez. Mais c'était à ce moment-là, là, qu'il fallait, enfin c'est sur ces niveaux-là, à ce moment-là où il faut prendre des décisions. Et la décision, quitte à prendre un risque, autant le prendre une fois tous les 2 ans, là, sur quelque chose de clair et net pour nous, hein, où on a vraiment... on y est quoi, plutôt qu'à essayer d'aller chercher tout le temps des bas comme ça, à chaque fois qu'on voit que ça baisse un petit peu, on se dit ah j'achète là, ah j'ai un doji, j'achète là. Finalement, ah là, c'est bon, là, j'ai un nouveau doji, là, je sens, allez, j'achète là, allez, j'achète là. Le problème, c'est que si on fait ça dans un marché baissier, ben, on achète là, allez, là, il y en a un nouveau, on achète là, et puis on fait que se prendre des tôles. Donc, buy the dip, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais quand on est dans un nouveau bull market ancré, et là le nouveau bull market qui est ancré, de mon point de vue, il commençait ici, là, boum, on a le signal. Donc là, pour tous ceux qui veulent s'amuser à buy the dip avec des stops en dessous, ça pourra être une stratégie qui va se révéler payante au cours du nouveau cycle s'il se met en place. Et pour tous ceux qui sont en l'occurrence, hein, comme moi, dans la logique de simplement prendre un trade à l'endroit où on a le plus de chances que le trade se déroule bien, qu'on ait une grande asymétrie positive et que le risque est relativement faible, c'est ici. Et là, bon, cette semaine, hein, boum, ça a bien boosté. Très probablement, ça risque de consolider. Hein. Vous voyez des petites zones de résistance ici. Hein. Donc, très probablement, on devrait, tout comme je l'espère sur le Bitcoin, assister à quelque chose qui permette un petit peu de faire quelque chose comme cela. Et là, on aura éventuellement un deuxième niveau de prise de position si la volatilité se contracte comme il faut. Donc voilà, Ethereum, très bien, très très bien. Bitcoin aussi. On va passer sur le XRP maintenant. Donc le XRP, magnifique doji ici. Donc très probablement, ça veut dire qu'on a un pivot qui est identifié. Donc le pivot, hop, il va nous permettre... Alors là, du coup, je vais retirer tout ça. On est en hebdomadaire. Donc le pivot, il va très probablement permettre au XRP de respirer un petit peu. Et hop, de pouvoir aller chercher le haut du triangle. Donc voilà, le XRP, hein, le Ripple est extrêmement volatile. C'est un pari... ça reste un énorme pari. Hein, c'est-à-dire que quand on s'expose à ce type d'actifs, concrètement, c'est on met une bille... Soit on la perd, soit on la multiplie. Mais il y a difficilement un scénario entre les deux. Sauf que voilà, des paris qui nous permettent d'avoir des multiples comme ça, il n'y en a pas énormément sur les marchés financiers. Il y en a quelques-uns chaque année. C'est pas facile à identifier. De mon point de vue, le XRP en fait partie. Donc voilà, là, le petit doji de cette semaine... J'espère qu'il permettra à l'XRP de stabiliser un petit peu. Hein. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, hein, mais l'idée, hein, c'est pareil, une tasse avec une anse, quelque chose où la volatilité se réduise. Et ensuite, on pourra définir en scénario chartiste, voilà, un objectif où on prend l'amplitude de la pattern.
On la reporte et là on se rend compte qu'on arrive voilà, sur le haut du triangle. Je vais vous dessiner ça en violet. Et je vais enlever un peu tous les traits qui servent à rien. Voilà, ça ce serait le scénario attendu sur les XRP au cours des, on va dire, des prochaines semaines. Donc on fait cette petite pattern, on break par le haut. Et ensuite, on va chercher le haut du triangle. Et une fois qu'on est sur le haut du triangle, il va falloir à nouveau qu'on consolide un petit peu, idéalement. Hein. Après, ce triangle, il peut très bien se transformer en quelque chose comme ça. Et on aurait la consolidation qui se ferait ici. Hein. Ça, on le verra par la suite. Mais on va y aller étape par étape déjà. Hein. Donc la première étape, c'est d'aller chercher le potentiel haut du triangle dessiné tel quel. Et pour cela, il va falloir qu'on consolide un petit peu et ensuite qu'on libère le mouvement. Alors, sachez que dans à peu près 15 jours, je vais organiser une petite semaine à thème. Donc, la semaine, elle sera organisée sur une première partie autour de la spéculation, on va dire à court terme, sur des unités de temps daily. Et l'autre partie sur une partie beaucoup plus retraite, à savoir la construction d'un portefeuille long terme. L'idée, ça va être de vous préparer un petit peu au prochain bull market, donc à la fois sur les cryptos et à la fois sur les actions, pour que vous soyez connectés à ce qu'est la réalité de la spéculation et d'un portefeuille boursier rentable. Donc, vous allez être connecté aux vraies rentabilités, ce qu'il est possible de faire, hein, pas les promesses sur TikTok, ou je sais pas quels réseaux sociaux, on vous dit 1% par jour, ou 4% par semaine, et vous allez devenir riche en 6 mois, et en 1 an, vous dépassez Warren Buffett. Non, tout ça, c'est du gros bullshit. L'idée, c'est de vous faire reconnecter un petit peu avec la réalité de ce qu'on peut faire sur les marchés financiers, les risques que cela implique, et comment organiser tout ça. Donc ça va être diffusé via ma liste d'emails privée. Si vous y êtes inscrit, tant mieux. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien est en description. Et sachez que vous pouvez vous y désinscrire à tout moment. Analyse USP 500 avec cette semaine une nouvelle semaine de hausse. Donc ça fait 2 semaines. On a marqué effectivement, là on peut le dire, hein, en principe le support. Donc du coup je vais juste un tout petit peu réadapter. Hein. Hop là. La grande tasse que l'on voit ici et l'anse qui devrait se former en principe voilà, dans cette zone-là. Donc c'est l'idée, hein, l'image mentale que l'on garde au cours des prochaines semaines, c'est tout simplement qu'on serait dans la construction et bien de la fin de cette grande marche d'escalier en ta séance qui, je vous le rappelle, si on monte sur les unités de temps supérieures, est quelque chose de très classique d'un bull market. Hein. Ce grand bull market initié depuis 2008, c'est normal, il y a de nombreuses périodes de stabilisation et celle-ci prend vraiment pour le moment une belle forme de grande tasse. Et là, on serait dans la construction de l'anse. Donc vous voyez, ça peut encore durer. On est sur du mensuel, là on est sur le mois de novembre. Donc décembre, janvier, peut-être février. En tout cas, voilà, c'est la zone ici. Hein. On veut vraiment rester dans une zone très serrée sur ce coin-là. Et bien sûr, de l'hebdomadaire. Hein. Cette semaine, on confirme à nouveau cette image mentale. On doit la garder bien en tête. Et vous voyez, hein, les deux zones en pointillés définissent le range market au-dessus, hein, sur un nouvel ATH, sur un nouveau plus haut historique. On sera dans un nouveau cycle haussier. Et bien entendu, le scénario qui viendrait invalider tout ça, ce serait de casser eh bien, ce grand support ici autour des, alors sur l'ETF SPY, la zone des 350. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Hein. Pour le moment, on est vraiment dans cette logique de à très long terme. On est sur un grand bull market. À moyen terme, on est sur une grande marche d'escalier. Et à plus court terme, on est sur la dernière phase de cette grande marche d'escalier, à savoir une petite partie ping-pong dans un potentiel triangle, hein, qui sera plus ou moins long. Donc bas, haut, avec une réduction de la volatilité. Donc idem pour le Nasdaq qui lui a un petit peu, enfin qui a même plus monté que le SP500 cette semaine. Le SP500 lui avait monté de 1,36 et le Nasdaq a augmenté de 2,85% cette semaine. C'est normal, le Nasdaq est beaucoup plus volatile. On va juste du coup rajuster un petit peu l'analyse. Je ne l'ai pas fait avant la vidéo, hein, je préfère vous le faire en live pour que vous compreniez comment eh bien, on manipule justement, hein, ces patterns et ces mouvements, ces images mentales. Donc là tout simplement, auparavant, on pouvait se dire, ok, on va peut-être aller chercher le support. Là, on voit qu'on a bien rebondi, donc on a probablement un support qui est finalement identifié juste ici. Et donc, du coup, hop, on peut remonter le scénario comme ceci. Mais vous voyez, l'image mentale reste la même,
à savoir, on serait dans une énorme tasse et là on serait en train d'effectuer le lance avant de breaker les nouveaux plus hauts historiques et d'être à nouveau en bull market, chose qui devrait arriver si ça arrive de manière voilà, en convergence avec les différents indices boursiers des pays développés, donc Europe et SP500, le Dow Jones et donc là en l'occurrence le Nasdaq. Je vous rappelle l'image à très long terme du Nasdaq, on va passer sur du mensuel et vous voyez que depuis la crise des subprimes, le nouveau marché haussier qui s'est initié en 2009, on est toujours dans cette magnifique ascension. À aucun moment là, on est rentré en marché baissier. Vous voyez, là si je trace cette grande trendline, le jour où on casse cette grande trendline, là on pourra commencer à s'inquiéter. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, on est en train de réduire la volatilité sur la zone de résistance. Et ça, c'est typique des préparations de bull market. Donc voilà, d'ailleurs, ça, je peux un petit peu l'ajuster, du coup, ta séance, puisque nous, ce que l'on va attendre, ça va être davantage. Voilà, là, on aurait le premier creux. Là, on va attendre le deuxième creux. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. Mais si on effectue le deuxième creux et qu'on commence à breaker par le haut, ça va être quelque chose d'absolument extraordinaire pour l'année 2024. Parce que le plus on temporise dans le temps et le plus derrière, quand on lâche le mouvement, quand on lâche les chiens, eh bien on a un mouvement qui est significatif et directionnel. Et j'en profite pour faire un petit détour sur le DAX qui lui aussi serait dans le même type de configuration, à savoir une grande tasse. Et là, on sera en train d'effectuer lance. Donc, je vais quand même supprimer toutes ces histoires-là, histoire de ne pas vous encombrer. Là, on voit que cette semaine, on est arrivé sur un point qui serait peut-être un petit point dur. Donc là, on va peut-être assister à la formation d'une zone de retournement avec un double creux. Et ensuite, la partie de ping-pong pourra se réenclencher pour aller chercher le nord. À savoir que là, le support est une zone. Donc, on peut très bien aller rechercher un peu plus bas cette zone-là sans qu'on soit inquiété de cette partie de ping-pong-là qui, je le rappelle, s'inscrirait dans une potentielle grande tasse. Et là, on sera en train d'effectuer lance. Donc voilà, ça c'est le Nasdaq, indice allemand. Petite analyse de l'or coté en euros. Donc là, on a le petit update. Vous voyez que là, on a une semaine de baisse. Ça fait 2 semaines de baisse. C'est normal. On est sur la zone de résistance. Et là, maintenant, on a besoin tout simplement de trouver, de créer une petite consolidation avant d'effectuer un potentiel top départ de bull market qui soit propre. Et pour cela, je vous le rappelle, c'est toujours quelque chose que je vous répète depuis des années et des années. Ça a toujours été la façon de considérer les trades. Si ce genre de choses ne se met pas en place, là, donc un break de volatilité juste sous un pivot, ce n'est pas quelque chose que l'on veut trader. On peut très bien faire des pronostics en se disant, voilà, ça risque de monter si on casse par le haut, mais est-ce qu'on devrait prendre une position si on a trop de volatilité, par exemple si ça fait comme ça, tac, puis tac, quelque chose qui prend en volatilité, qui casse vers le sud, c'est un fake breakout vers le sud, puis ça remonte et ça casse vers le haut, et ensuite ça lance le rallye tant attendu. Est-ce que ça, c'est le genre de trade que l'on souhaite prendre? Certainement pas. Est-ce que ça nous empêche de faire une projection d'un bull market? Pas du tout. C'est à partir du moment où on casse les plus hauts, on est dans une projection de continuation de bull market. Donc il y a vraiment une énorme différence entre sélectionner des patterns qui sont tradables et définir un scénario potentiel et probable. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est là où la plupart des spéculateurs ou des petits boursicoteurs qui n'ont pas encore l'habitude se trompent parce qu'ils confondent les deux. Ils se disent, bon bah là, si je pense que le marché va monter, je prends position et je surfe. Non, non. C'est justement là où il ne faut pas faire l'amalgame. C'est ok, certes, le contrat, le postulat minimal, c'est on se rend compte que clairement, on a une vision que les marchés vont monter. Mais deuxième chose, il faut que la structure, au moment où ça lance cette vision, elle soit très très propre, que la volatilité soit contractée, que le pivot, là, cette histoire de pivot que je vous ressasse en permanence, ait été travaillé à de nombreuses reprises pour que quand il est cassé par le nord,
ça nous montre qu'il y a un changement de dynamique, un changement de psychologie des foules. Et c'est pour cela qu'on garde en permanence ce type d'image mentale en tête et que à chaque fois qu'une pattern finalement est repoussée dans le temps, je finis toujours par vous dessiner quelque chose qui se rapproche du pivot là et qui réduit la volatilité. Même si ça n'arrive pas, c'est la contrainte minimale pour prendre un trade. Donc, tant que ça n'arrive pas, je dessine, mais je ne prends pas position. Et le moment où ça arrive, eh bien là, la position peut être prise. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on construit des actifs au quotidien ou de manière hebdomadaire et comment est-ce qu'on est amené à prendre position. Donc ce type de petites contractions contre le pivot, c'est quelque chose que je vous dessinais déjà ici. On était contre le pivot, je vous disais, si là, donc c'est avant que ça baisse, si là on fait la petite micro-base contre le pivot, on pourra avoir une zone de prise de position. Là, vous le voyez, la micro-base n'a pas été formée puisqu'on a diminué, on a baissé. Donc à nouveau, là, on reporte ce scénario ici et on se dit, bah là, si ça arrive à ce moment-là, on pourra prendre position. Et si ça n'arrive pas et qu'on reporte l'histoire, et bien tout simplement cette micro-base, je la reporterai un petit peu plus loin. Donc vous voyez un petit peu l'esprit de comment est-ce qu'on construit un scénario de prise de position. Donc ceci étant clairement expliqué, on peut passer au graphe de l'or coté en dollars américains. Et vous voyez, avant cette semaine, l'idée c'était d'aller chercher la zone de pivot, là en pointillé en haut, et puis de contracter la volatilité. Là on a eu une semaine de baisse, donc là, on va pouvoir baisser ça un petit peu plus bas. Et comme c'est une zone, ce point pivot, on peut très bien l'adapter à notre guise et se dire, eh bien tout simplement, ça pourrait très bien arriver comme ceci. Donc voilà le scénario maintenant un petit peu adapté à leur côté en dollars. Alors ce n'est pas parce que je dessine ça que ça va arriver, on peut très bien aller rechercher à nouveau le support et ensuite créer la zone de contraction de volatilité. Ça, je n'en sais rien, mais je vous le répète, le but c'est d'avoir toujours cette image à l'esprit, cette image mentale, et si elle se dessine face à nous, et bien là, et qu'on a le breakout, et bien là, on a la prise de position qui peut se mettre et qui peut se faire. Et tant qu'on n'a pas cette image mentale qui se réalise dans la matière, eh bien, on ne traite pas, tout simplement. On observe, on regarde, on commente, on peut faire des paris au bar du PMU avec ses potes, ça va monter, ça va descendre, mais on ne risque pas son argent. C'est pour cela que la bourse, on se dit toujours, il suffit juste d'acheter bas et de vendre haut. Non, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Et les plus grands hedge funds de ce monde générer des centaines de pourcents chaque année. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Il faut vraiment attendre que de certaines patterns qui nous permettent d'avoir des asymétries positives se mettent en place et ça peut prendre du temps. C'est pour cela d'ailleurs qu'on utilise la plupart du temps des screeners et qu'on ne suit pas juste l'or ou le Bitcoin en attendant cette pattern qu'elle arrive la semaine prochaine ou dans 2 ans et 1 semaine. Ça peut prendre énormément de temps. En utilisant des screeners, sur plus de 10 000 actions cotées en bourse, hop, on peut en trouver régulièrement 1 ou 2 par semaine quand les marchés sont correctement orientés. Et ça, c'est parce qu'on a accès à un vivier énorme d'actifs liquides qu'on est capable d'en trouver, qui sont déjà matures et déjà en breakout grâce au screener. Donc ça, c'est typiquement ce que l'on fait dans l'école et ce que l'on fait aussi dans l'académie du Swing Trader Daily. Donc tout ça, on en reparlera donc à la fin du mois de novembre. Avec la team, on a prévu de vous faire une petite semaine spécialisée sur la spéculation à court terme, donc Swing Trading Daily, on va dire, et ensuite sur la gestion d'un portefeuille à moyen long terme pour sécuriser ses gains. C'est-à-dire que quand vous faites des gains avec la spéculation court terme ou tout simplement que vous voulez épargner et que vous ne savez pas si vous devez épargner tout dans un portefeuille long terme ou tout dans un portefeuille spéculatif, ou faire un petit peu de chaque en fonction de votre aversion au risque et de votre niveau de compétence, surtout en spéculation. Si vous ne savez pas comment organiser tout ça, eh bien on va vous partager des petites anecdotes de traders célèbres et puis des outils pour pouvoir justement gérer les deux mondes, le côté spéculatif où on doit développer une compétence et le côté, on va dire, passif ou semi-passif d'un portefeuille long terme où là, la diversification et les cycles sont bien plus importants que le reste, mais il n'y a pas besoin d'avoir de compétences à développer. On a juste besoin
voilà, de rééquilibrer, de surfer des grandes vagues à très long terme en limitant du coup la volatilité du portefeuille. Certes, les performances ne sont pas époustouflantes, ce sont des très très bonnes performances. Grosso modo, on arrive à faire ce que fait le S&P 500 sur le long terme, mais en divisant par 2, par 3, par 4 la volatilité du portefeuille. Le S&P 500, souvent le S&P 500, quand vous achetez des livres de bourse ou de finances personnelles, on vous dit, ben voilà, vous avez juste à mettre, je sais pas moi, 100 euros, enfin vos économies, 100 euros par mois, 500 euros par mois, 1000 euros par mois, je sais pas combien est-ce que vous êtes en capacité d'épargne. Et vous aurez sur le long terme, voilà, du 9,5% par an. Ça va se lisser. Sauf que, oui, dans la théorie c'est facile, mais dans la pratique, personne n'est à l'aise sur le fait de continuer à investir toute son épargne mensuelle dans quelque chose qui ne fait que baisser, qui fait moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60, moins 70, moins 80% pendant plusieurs années parce qu'on est dans une crise économique. Pour obtenir du 10% par an. C'est extrêmement difficile pour l'être humain déjà de se tenir à une routine, mais en plus de se tenir à une routine qui nous procure beaucoup de douleur. Littéralement, c'est pas possible. C'est pour ça que tout simplement créer un portefeuille qui soit correctement diversifié, qui nous apporte le même type de rentabilité que le SP500, mais sans toute la douleur et voilà ces émotions négatives. Ça, c'est quelque chose qui humainement est ok. Donc tout ça, je vous en parlerai dans une dizaine de jours. Voilà, inscrivez-vous dans la liste email, le lien est en description et je vous donnerai accès, on fera tout ça ensemble pendant une semaine. Je vous donnerai accès à toutes ces connaissances et à ma vision en tout cas des choses, de ce qu'est l'investissement et la spéculation. Et surtout, ça vous permettra un petit peu de sortir des espèces de débilités qu'on entend sur les réseaux sociaux. Voilà, faites du 1% par jour, du 2% par jour, faites 90% de trades gagnants, enfin toutes ces croyances, enfin c'est même pas des croyances, ce sont des choses, c'est des push ultra marketing qui n'ont aucune réalité dans le monde de la bourse. Donc voilà, mon but c'est un petit peu de faire redescendre tous ceux qui me regardent sur Terre, de leur expliquer ce qu'il est possible de faire. Quand on veut de la rentabilité, ça engendre aussi des risques et de la volatilité sur le portefeuille. Donc si on souhaite faire ça, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Il y a aussi des périodes pour le faire, il y a des périodes pour pousser et il y a des périodes pour rester en défense. Donc ça va être un petit peu ça le but de cette semaine. De cette semaine où je vais essayer de partager tout ça avec vous. Donc ce sera dans 10-15 jours.